L'évolution du roman au XIXe siècle. Chronique de Guy de Maupassant dans la revue de l'Exposition universelle de 1889, précisément octobre 1889. Ce qu'on appelle aujourd'hui le roman de mœurs est d'invention assez moderne. Je ne le ferai pas remonter à Daphnis et Chloé, cette églogue poétique sur laquelle s'extasient les esprits doctes et tendres qu'exalte l'Antiquité. Ni à l'âne, comte grivois, qui refit en le développant Apulée, ce décadent classique. Je ne m'occuperai pas non plus, dans cette très courte étude sur l'évolution du roman moderne depuis le commencement de ce siècle, de ce qu'on appelle le roman d'aventure, lequel nous vient du Moyen-Âge et né des récits de chevalerie, continués par Mademoiselle de Scudéry et plus tard modifié par Frédéric Soulier et Eugène Sue, semble avoir eu son apothéose dans ce conteur de génie que fut Alexandre Dumas père. Quelques hommes encore aujourd'hui s'acharnent à égrener des histoires aussi invraisemblables qu'interminables, durant 500 ou 600 pages, mais ils ne sont lus par aucun de ceux que passionne ou même qu'intéresse l'art littéraire. À côté de cette école des amuseurs, qui ne s'impose que rarement à l'estime des lettrés et qui a dû son triomphe aux facultés exceptionnelles, à l'inépuisable imagination et la verve intarissable de ce volcan en éruption de livres, qui se nommait Dumas, se déroula dans notre pays une chaîne de romanciers philosophes, dont les trois ancêtres principaux, bien différents de nature, sont Le Sage, Jean-Jacques Rousseau et l'abbé Prévost. De Le Sage descend la lignée des fantaisistes spirituels qui, regardant le monde de leurs fenêtres, un lorgnon sur l'œil, une feuille de papier devant eux, psychologues souriants, plus ironiques qu'émus, nous ont montré, avec de jolis dehors d'observation et des élégances de style, de fringantes marionnettes. Les hommes de cette école, artistes aristocrates, ont surtout la préoccupation de nous rendre visibles leur art et leur talent, leur ironie, leur délicatesse, leur sensibilité. Ils les dépensent à profusion autour de personnages fictifs, manifestement imaginés, des automates qu'ils animent. De Jean-Jacques Rousseau descend la grande famille des écrivains romanciers philosophes qui ont mis l'art d'écrire, tel qu'on le comprenait autrefois, au service d'idées générales. Ils prennent une thèse et la mettent en action. Leur drame n'est pas tiré de la vie, mais conçu, combiné et développé en vue de démontrer le vrai ou le faux d'un système. Chateaubriand, incomparable virtuose, chanteur de rythmes écrits, pour qui la phrase exprime la pensée autant par la sonorité que par la valeur des mots, fut le grand continuateur du philosophe de Genève. Et Madame Sand a tout l'air d'avoir été le dernier enfant génial de cette descendance. Comme chez Jean-Jacques, on retrouve chez elle l'unique souci de personnifier des thèses en des individus qui sont, tout le long de l'action, les avocats d'office des doctrines de l'écrivain. Rêveurs, utopistes, poètes, peu précis et peu observateurs, mais prêcheurs éloquents, artistes et séducteurs, ces romanciers n'ont plus guère aujourd'hui de représentants parmi nous. Mais de l'abbé Prévost nous arrive la puissante race des observateurs, des psychologues, des véritalistes. C'est avec Manon Lescaut qu'est née l'admirable forme du roman moderne. En ce livre, pour la première fois, l'écrivain cessant d'être uniquement un artiste, un ingénieux montreur de personnages, est devenu, tout à coup, sans théorie préconçue, par la force même et la nature propre de son génie, un sincère, un admirable évocateur d'êtres humains. Pour la première fois, nous recevons l'impression profonde, émouvante, irrésistible de gens pareils à nous, passionnés et saisissants de vérité, qui vivent leur vie, notre vie, aiment et souffrent comme nous entre les pages d'un livre.
Manon Lescaut, cet inimitable chef-d'œuvre, cette prodigieuse analyse d'un cœur de femme, la plus fine, la plus exacte, la plus pénétrante, la plus complète, la plus révélatrice peut-être qui existe, nous dévoile si nue, si vraie, si intimement évoquée, cette âme légère, aimante, changeante, fausse et fidèle de courtisane, qu'elle nous renseigne en même temps sur toutes les autres âmes de femmes, car toutes se ressemblent un peu, de près ou de loin. Sous la Révolution et sous l'Empire, la littérature sembla morte. Elle ne peut vivre qu'aux époques de calme, qui sont des époques de pensée. Pendant les périodes de violence et de brutalité, de politique, de guerre et d'émeute, l'art disparaît, s'évanouit complètement, car la force brutale et l'intelligence ne peuvent dominer en même temps. La résurrection fut éclatante. Une légion de poètes surgit, qui s'appelèrent Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Baudelaire, Victor Hugo et 2 romanciers apparurent, de qui date la réelle évolution de l'aventure imaginée à l'aventure observée, ou mieux à l'aventure racontée, comme si elle appartenait à la vie. Le premier de ces hommes, grandi pendant les secousses de l'épopée impériale, se nomma Stendhal, et le second, le géant des lettres modernes, aussi énorme que Rabelais, ce père de la littérature française, fut honoré de Balzac. Stendhal gardera surtout une valeur de précurseur. C'est le primitif de la peinture de mœurs. Ce pénétrant esprit, doué d'une lucidité et d'une précision admirables, d'un sens de la vie subtil et large, a fait couler dans ses livres un flot de pensées nouvelles. Mais il a si complètement ignoré l'art, ce mystère qui différencie absolument le penseur de l'écrivain, qui donne aux œuvres une puissance presque surhumaine, qui met en elles le charme inexprimable des proportions absolues et un souffle divin qui est l'âme des mots assemblés par un engendreur de phrases. Il a tellement méconnu la toute-puissance du style, qui est la forme inséparable de l'idée, et confondu l'emphase avec la langue artiste, qu'il demeure, malgré son génie, un romancier de second plan. Le grand Balzac lui-même ne devint un écrivain qu'aux heures où il semble écrire avec une furie de cheval emporté. Il trouve alors, sans les chercher, comme il le fait inutilement et péniblement presque toujours, cette souplesse, cette justesse, qui centuple la joie de lire. Mais devant Balzac, on ose à peine critiquer. Un croyant oserait-il reprocher à son Dieu toutes les imperfections de l'univers ? Balzac a l'énergie fécondante, débordante, immodérée, stupéfiante d'un Dieu, mais avec les hâtes, les violences, les imprudences, les conceptions incomplètes, les disproportions d'un créateur qui n'a pas le temps de s'arrêter pour chercher la perfection. On ne peut dire de lui qu'il fut un observateur, ni qu'il évoqua exactement le spectacle de la vie, comme le firent après lui certains romanciers. Mais il fut doué d'une si géniale intuition, et il créa une humanité tout entière si vraisemblable, que tout le monde y crut et qu'elle devint vraie. Son admirable fiction modifia le monde, envahit la société, s'imposa et passa du rêve dans la réalité. Alors, les personnages de Balzac, qui n'existaient pas avant lui, parurent sortir de ses livres pour entrer dans la vie, tant il avait donné complète l'illusion des êtres, des passions et des événements. Cependant, il ne codifia point sa manière de créer comme il est d'usage de le faire aujourd'hui. Il produisit simplement avec une surprenante abondance et une infinie variété. Derrière lui, une école se forma bientôt qui, s'autorisant de ce que Balzac écrivait mal, n'écrivit plus du tout et érigea en règle la copie précise de la vie. M. Champfleury fut un des plus remarquables chefs de ces réalistes, dont un des meilleurs. Duranty a laissé un fort curieux roman, Le Malheur d'Henriette Gérard.
Jusque-là, tous les écrivains qui avaient eu le souci de donner en leurs livres la sensation de la vérité semblent s'être peu préoccupés de ce qu'on appelait l'art d'écrire. On eût dit que, pour eux, le style était une sorte de convention dans l'exécution, inséparable de la convention dans la conception, et que la langue châtiée et artiste apportait un air emprunté, un air irréel aux personnages du roman qu'on voulait créer, tout à fait pareil à ceux des rues. C'est alors qu'un jeune homme, doué d'un tempérament lyrique, nourri des classiques, épris de l'art littéraire, du style et du rythme des phrases, à n'avoir plus d'autre amour dans le cœur, et armé aussi d'un œil admirable d'observateur, de cet œil qui voit en même temps les ensembles et les détails, les formes et les couleurs, et qui sait deviner les intentions secrètes tout en jugeant la valeur plastique des gestes et des faits, apporta dans l'histoire de la littérature française un livre d'une impitoyable exactitude et d'une impeccable exécution, Madame Bovary. C'est à Gustave Flaubert qu'on doit l'accouplement du style et de l'observation moderne. Mais la poursuite de la vérité, ou plutôt de la vraisemblance, a mené peu à peu la recherche passionnée de ce qu'on appelle aujourd'hui le document humain. Les ancêtres des réalistes actuels s'efforçaient d'inventer en imitant la vie. Les fils s'efforcent de reconstituer la vie même avec des pièces authentiques qu'ils ramassent de tous les côtés. Et ils les ramassent avec une incroyable ténacité. Ils vont partout, furetant, guettant, une hotte au dos, comme des chiffonniers. Il en résulte que leurs romans sont souvent des mosaïques de faits arrivés en de milieux différents et dont les origines, de natures diverses, enlèvent au volume où ils sont réunis le caractère de vraisemblance et l'homogénéité que les auteurs devraient poursuivre avant tout. Les plus personnels des romanciers contemporains, qui ont apporté dans la chasse et l'emploi du document l'art le plus subtil et le plus puissant, sont assurément les frères de Goncourt. Doués, en outre, de nature extraordinairement nerveuse, vibrante, pénétrante, ils sont arrivés à montrer, comme un savant qui découvre une couleur nouvelle, une nuance de la vie presque inaperçue avant eux. Leur influence sur la génération actuelle est considérable et peut-être inquiétante, car tout disciple outrant les procédés du maître tombe dans les défauts dont le sauvèrent ses qualités magistrales. Procédant à peu près de la même façon, M. Zola, avec une nature plus forte, plus large, plus passionnée et moins raffinée, M. Daudet, avec une manière plus adroite, plus ingénieuse, délicieusement fine et moins sincère peut-être, et quelques hommes plus jeunes comme messieurs Bourget, de Bonnières, etc., etc., complètent et semblent terminer le grand mouvement du roman moderne vers la vérité. Je ne cite point avec intention M. Pierre Loti, qui reste le prince des poètes fantaisistes en prose. Pour les débutants qui apparaissent aujourd'hui, au lieu de se tourner vers la vie avec une curiosité vorace, de la regarder partout autour d'eux avec avidité, d'en jouir ou d'en souffrir avec force, suivant leur tempérament. Ils ne regardent plus qu'en eux-mêmes, observent uniquement leur âme, leur cœur, leurs instincts, leurs qualités ou leurs défauts, et proclament que le roman définitif ne doit être qu'une autobiographie. Mais comme le même cœur, même vu sous toutes ses faces, ne donne point des sujets sans fin, comme le spectacle de la même âme répété en 10 volumes devient fatalement monotone, il cherche, par des excitations factices, par un entraînement étudié vers toutes les névroses, à produire en eux des âmes exceptionnellement bizarres qu'ils s'efforcent aussi d'exprimer par des mots exceptionnellement descriptifs, imagés et subtils. Nous arrivons donc à la peinture du moi hypertrophié par l'observation intense, du moi en qui on inocule les virus mystérieux de toutes les maladies mentales. Ces livres prédits, s'ils viennent comme on les annonce, ne seront-ils pas les petits-fils naturels et dégénérés de l'Adolphe de Benjamin Constant?
Cette tendance vers la personnalité étalée, car c'est la personnalité voilée qui fait la valeur de toute œuvre et qu'on nomme génie ou talent, cette tendance n'est-elle pas une preuve de l'impuissance à observer la vie éparse autour de soi, comme ferait une pieuvre aux innombrables bras? Et cette définition, derrière laquelle se barricada Zola dans la grande bataille qu'il a livrée pour ses idées, ne sera-t-elle point toujours vraie, car elle peut s'appliquer à toutes les productions de l'art littéraire et à toutes les modifications qu'apporteront les temps. Un roman, c'est la nature vue à travers un tempérament. Ce tempérament peut avoir les qualités les plus diverses et se modifier suivant les époques, mais plus il aura de facettes, comme le prisme, plus il reflètera d'aspects de la nature, de spectacles, de choses, d'idées de toutes sortes et d'êtres de toute race, plus il sera grand, intéressant et neuf.